commençons tout de suite avec Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter l'actualité politique, économique et surtout financière et évidemment la tendance sur les marchés financiers. 3 experts sont avec nous ce soir. Régis Béguet est avec nous tout d'abord. Bonjour Régis Béguet. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion action chez Lazard Frères Gestion. À côté de vous, nous avons le plaisir d'être accompagné également par Benoît Vesco. Bonjour Benoît Vesco. Bonsoir Nicolas. Vous êtes président de Delubac Asset Management et enfin nous avons le plaisir d'être accompagné également par Pierre-Olivier Béfi. Bonjour Pierre-Olivier Béfi. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. On va commencer avec vous, Régis Béguet, tout d'abord. Alors on constate que ce soit sur les marchés américains ou les marchés européens, l'heure est à la temporisation, voire des reculs un peu plus conséquents sur les marchés américains. Si on regarde les marchés européens et notamment ce CAC 40 qui a inscrit un nouveau plus haut en fin de semaine dernière, une dynamique positive, voire plus positive que tous les autres indices européens ou américains. Est-ce qu'on peut parler pour autant de moment Europe à l'heure où on se parle sur les marchés financiers, Régis Béguet ? Alors, pour ce qui est du CAC 40 par rapport aux autres indices européens, il est particulier dans sa composition, il est un petit peu plus traditionnel d'une certaine manière dans sa composition que certains autres indices qui peuvent être par exemple plus exposés à la technologie, et puis il est également beaucoup moins exposé aux industriels et notamment à l'automobile et puis à d'autres industriels plus cycliques qui ont malgré tout beaucoup souffert l'année dernière en milieu d'année quand le marché a commencé à anticiper la récession, et même s'il y a eu un très fort rebond de ces valeurs-là depuis le mois d'octobre, globalement, on reste très en dessous sur la partie industrielle du marché. On reste très en dessous des plus hauts qui avaient été atteints l'année dernière pour la plupart de ces valeurs-là. Dans le CAC 40, il y a une composition bancaire qui est plus importante que dans les autres indices. Il y a également le pétrole qui est bien représenté et également, vous le mentionnez, le luxe qui fait des plus hauts tous les jours. Ça, c'est pour ce qui est du CAC 40. Pour ce qui est des indices en général, des indices boursiers en général en Europe et leur fort rebond. En fait, il faut avoir en tête que les indices boursiers sont soumis à plusieurs forces, plusieurs tendances, des tendances macroéconomiques, bien sûr, qu'on ne voit pas tout de suite dans la microéconomie, des tendances de résultats, donc les publications des résultats des entreprises, et puis enfin, troisième pan, la valorisation de ces marchés qui, elle, se mesure par rapport au taux d'intérêt. Alors, côté valorisation, c'est vrai que les taux d'intérêt ont provoqué une forte pression sur les valeurs de croissance, les valeurs à multiples élevés, mais cette pression avait déjà eu lieu pas mal en 2022, et finalement, les taux, ils ont rebaissé, puis ils ont remonté, mais ils sont globalement à leur niveau, à des niveaux qu'on avait déjà atteints en 2022, donc cette compression de multiples, elle s'était déjà faite. Et puis, par ailleurs, vous avez la dynamique donc de résultats sur les valeurs dites cycliques, sensibles à la macroéconomie. En réalité, le marché avait été très en avance l'année dernière, dès la mi-année. En plus, avec les perspectives de crise énergétique qu'il y avait en Europe, les valorisations avaient déjà énormément baissé dans l'anticipation d'une dynamique de résultats qui serait abîmée en 2023. Mais ça n'a pas commencé. Les résultats restent assez bons, à la fois sur le quatrième trimestre 2022 et sur les perspectives du premier semestre. Bien sûr, quand on regarde à court terme, en réalité, on n'a pas encore tous les résultats, mais pour l'instant, on n'a pas encore tous les résultats, mais globalement, la tendance est bonne. Les entreprises ont très bien répercuté les hausses de prix, l'inflation, les coûts matières, très bien. Alors parfois ça s'est payé un petit peu en volume, c'est-à-dire que vous avez des effets prix qui sont très positifs, mais réciproquement vous avez quand même une baisse de vos volumes parce qu'il y a une certaine élasticité prix de la demande, mais globalement les entreprises ont bien répercuté les hausses de prix, et par conséquent la dynamique de résultats de court terme est toujours assez bonne, et c'est ce qui soutient les marchés. Et après, vous avez une ombre au tableau qui est la macroéconomie dont on pense qu'elle va se détériorer. Mais elle n'a pas encore véritablement commencé à se détériorer. Et la raison pour laquelle on pense de manière assez consensuelle que la macroéconomie va finir par se détériorer dans le courant de l'année 2023, c'est particulièrement parce que les banques centrales, voulant lutter contre l'inflation, vont finir par provoquer une récession, en tout cas vont freiner l'économie. Mais encore une fois, tout ça ne se voit pas. Il faut toujours avoir en tête que c'est la macroéconomie qui précède la microéconomie et jamais l'inverse. Et donc,
finalement, le marché, de temps en temps, il est soumis à des anticipations macroéconomiques, mais de temps en temps, il a l'œil sur la microéconomie. Et c'est un peu les deux phases qu'on a eues. En 2022, et donc on ça avait veut dire l'anticipation. Là, actuellement, on regarderait plus la micro et ce qui viendrait expliquer l'optimisme qu'on a sur les marchés actuellement. Parce qu'on est en période de publication de résultats qui a commencé à la mi-février. Alors c'est vrai que dès la mi-janvier, il y avait quand même une certaine euphorie dans le marché, mais globalement parce que aussi on ressentait au travers des discours des entreprises, vous n'avez pas que les phases de publication de résultats, vous avez aussi évidemment ce qui se dit avant et autour. Bien sûr. Et vous sentez bien qu'il y a un certain optimisme. Alors ponctuellement, il peut y avoir des déceptions, bien entendu. Après, c'est dans la masse, tout n'est pas uniforme. Mais globalement, vous sentez bien qu'il y a un discours qui est relativement positif des entreprises. Et surtout, au-delà du discours positif sur le passé, surtout des perspectives qui ne se détériorent pas pour l'instant. On s'attendait peut-être à ce que les entreprises communiquent de manière un petit peu plus prudente sur l'année 2023. Pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas. Vous allez me trouver peut-être trop optimiste, Régis Béguet, mais des hausses de taux sur le sol européen, on en a déjà connu quelques-unes. Pour autant, on a toujours des anticipations positives pour les entreprises. Oui, alors d'abord, les hausses de taux ne sont pas négatives pour tout le monde, en particulier pour un grand pan de la cote qui est le secteur bancaire, et puis même pour une partie du secteur assurantiel, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc vous avez ce qui va peser sur les uns va être aussi une bonne nouvelle pour les autres, en particulier quand on est passé sur la partie courte de la courbe de taux négatifs à des taux positifs. Ça, c'est une manne extraordinaire pour le secteur bancaire qui a terriblement souffert depuis des années de cet aspect-là des choses. Donc les hausses de taux en tant que telles, pour les entreprises, ne sont pas, enfin évidemment celles qui sont très endettées, au fur et à mesure le coût de la dette va augmenter, mais les taux ils restent négatifs par rapport à l'inflation, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs au niveau d'inflation. Donc globalement tout ça n'est pas du tout catastrophique pour les entreprises elles-mêmes directement. Ça va devenir pénible quand ces hausses de taux vont finir par freiner l'économie et probablement plus directement aux États-Unis, comme vous l'évoquiez, la Fed va monter les taux jusqu'à ce que l'économie finisse par plier, et c'est là que les entreprises vont ressentir les effets. Mais ça va passer par des facteurs extérieurs aux entreprises, pas directement à l'intérieur des résultats des entreprises, pas pour l'instant. Benoît Vesco, si on regarde les marchés européens, l'optimisme des marchés européens, alors je reste sur ce nouveau plus haut du CAC 40, soyons un petit peu chauvins. Si on regarde sur un an par rapport à son dernier plus haut, le CAC 40 est légèrement au-dessus de son niveau évidemment précédent. Si on regarde les marchés américains, ils sont eux en revanche bien en dessous du niveau qu'ils avaient il y a un an. Est-ce que c'est suffisant pour se dire qu'il y a peut-être une dynamique Europe qui s'ouvre avec des valorisations encore intéressantes pour des investisseurs ? Oui, alors il y a deux choses. Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément le qualifier d'optimisme. Il y a aussi un effet flux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a fini l'année 2022 avec des éléments, hausse de l'inflation, hausse des taux directeurs, qui faisaient dire à tous les investisseurs, de toute façon, il vaut mieux être prudent sur les portefeuilles. Ils ont tous été surpris positivement par ce qui se passait en macro et en micro. Et donc, ils ont un peu couru après le marché entre cette fin d'année dernière et ce début d'année. Le fameux effet FOMO, finalement. Il faut être dans le marché, donc oui. Allons-y massivement en début d'année. Il fallait suivre. Donc ça, il y a aussi ce phénomène-là et qui peut être mis à part des perspectives qu'on peut avoir chacun légitimement. Donc ça, il y a ce premier sujet-là. Ensuite, on bénéficie en Europe, c'est vrai, d'un mix sectoriel plus attractif. Alors, malheureusement, probablement parce qu'on a loupé le dernier cycle, qui était un cycle en faveur de technologies et sur lesquels l'Europe n'était pas vraiment présent. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est plutôt des valeurs traditionnelles qui ont bénéficié de ce mouvement de hausse. Et ce n'est pas les grands champions de la techno des marchés américains qui avaient fait le dernier cycle de hausse précédent. Donc ça, c'est tant mieux pour nous. Est-ce que c'est annonciateur d'un nouveau cycle en faveur de l'Europe ? Pas encore. On n'a pas encore les éléments et je pense que les éléments, il va falloir encore un tout petit peu de temps puisque le cycle qui s'enclenche, c'est un nouveau cycle d'investissement à long terme. Alors plus sur les technologies des 10-15 dernières années, mais sur de nouvelles technologies, les technologies de l'efficience énergétique, de la digitalisation et autres. Et là, il va falloir trouver de nouveaux champions. Est-ce qu'ils sont en Europe ? C'est pas sûr du tout. On n'a pas encore les éléments pour le dire. Est-ce qu'ils sont aux États-Unis ? Il va falloir, pour les grands champions américains, de réinventer leur business model, ce qui est jamais simple. Ouais. Donc, on n'a pas encore les éléments pour savoir si l'Europe va pouvoir capitaliser sur ce nouveau cycle. Et on voit bien qu'elle a été plutôt précurseur en termes de réglementation et volontaire, mais que du côté des États-Unis, les choses sont en train de se mettre en place aussi, et qu'on a plutôt des économies assez réactives aux États-Unis de manière naturelle. Donc, difficile de dire si on va pouvoir capitaliser sur ce nouveau cycle d'investissement. En tout cas, on essaye.
Donc la résilience qu'on voit dans les PMI, par exemple, pour le mois de février, ne suffit pas à expliquer ou à illustrer un optimisme particulier en Europe aujourd'hui, une volonté peut-être d'investisseurs américains, osons-le, sur le sol européen, justement pour profiter de cette hausse? En tout cas, il y a sûrement des réarbitrages en faveur de l'Europe en ce moment, parce que légitimement, notre univers de valeurs, il est plus à même de résister dans cet environnement-là. Ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est assez rare. Enfin, en tout cas, on le voit de manière assez rare, ce genre de réajustement. Généralement, c'est plutôt quand ça va bien, c'est plutôt les États-Unis qui en bénéficient en premier et des capitaux qui seront rapatriés. Bon, là, on en bénéficie, tant mieux. C'est probablement un peu conjoncturel, on le disait tout à l'heure. On voit bien que cet optimisme ou cette hausse et ces records que l'on voit sur les marchés, quelque part, ils contiennent en eux les germes d'un durcissement d'une politique monétaire. C'est-à-dire que pour les banques centrales, à un moment donné, cette bonne santé de l'économie, malheureusement, ils auront du mal à l'accepter parce qu'elle contient les éléments d'un maintien d'inflation à des niveaux qui ne sont pas acceptables pour les banques. Donc peut-être annonciateur finalement d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE ou de la Fed. Je voudrais revenir avec vous, Pierre-Olivier Béfi, sur les chiffres du jour, sur ces PMI publiés en zone euro tout d'abord, puis on pourra ensuite regarder au Royaume-Uni ou aux États-Unis. On a quand même l'impression d'une certaine forme de résilience en zone euro, de l'activité, de la demande dans le secteur des services et d'une inflation qui ne ralentit pas la demande ou en tout cas l'activité. Oui, alors je dirais qu'il faut en effet séparer les services et le secteur manufacturier. Dans tous les pays du monde, on voit que le secteur manufacturier il est plutôt en récession. En tout cas, c'est ce que disent les indicateurs avancés, même si souvent les productions industrielles ne sont pas aussi négatives que ce que donnent les indicateurs avancés, mais malgré tout, il y a une vraie dichotomie entre les services et le secteur manufacturier. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, le paradoxe, c'est que je dirais que l'année dernière, le paradoxe, je pense, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe et moins une bonne nouvelle pour les États-Unis. D'accord. Sachant que l'année dernière, on partait pas des mêmes points de valorisation sur les deux marchés. Et en plus, la surprise, je dirais, inflationniste a été beaucoup plus agressivement traitée par la Fed qu'elle ne l'a été par la BCE qui a commencé un peu plus tard. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, une bonne partie de la surperformance, notamment des marchés européens, est due aussi au fait que l'Europe était un peu en retard niveau valorisation, qu'on avait aussi la guerre en Ukraine, on expliquait que le prix du gaz resterait à 160 ad vitam aeternam, il y a eu la météo, il y a eu plein d'aspects, vous voyez la Chine aussi qui s'est réouverte, on se dit voilà, les entreprises européennes qui exportent pas mal en Chine, ça va aller mieux. Donc je pense que tout ça a donné un effet d'ailleurs je dirais positif pour les marchés européens, notamment par rapport au marché américain. Aujourd'hui, si on continue... Positif mais pas porteur. Alors si, ça peut. Moi je pense que... Ça reste quoi, une parenthèse d'optimisme en Europe ou ça peut être porteur d'une certaine dynamique quand même du fait du retard par exemple par rapport au marché américain? Alors je pense que ça va continuer en Europe. D'accord. Je pense que ça va continuer pour une simple et bonne raison qu'en Europe on a énormément de stimulus budgétaires. Et donc, l'économie, en fait, le paradoxe, c'est que on a des banques centrales qui cherchent à refroidir l'économie, mais en Europe, la politique budgétaire, elle est extrêmement expansionniste. Et puis, on nous annonce des plans toutes les 3 secondes. Donc là, on refroidit d'un côté, mais on réchauffe de l'autre. Voilà, on est en train de nous dire que les Américains sont en train de faire, avec leur Inflation Reduction Act, un plan qui est complètement anti-compétitif pour les entreprises européennes. Dans le secteur vert, entre guillemets, on a envie d'être premier. Donc là, on nous remet encore qu'on va dépenser des dizaines, voire peut-être une centaine de milliards sur un nouveau plan. Donc il y a beaucoup de déficit budgétaire en Europe. Je donne l'exemple de la France. À la France, on a à peu près 5 points de PIB de déficit budgétaire. C'est un déficit de crise. On n'est pas en période normalisée. Et si en plus vous internalisez à l'avance la hausse des taux d'intérêt, ce que ça va coûter, en fait, on est plutôt à des déficits publics de l'ordre de 8-9%. Donc la qualité de la croissance à la fois est moins bonne en Europe par rapport aux États-Unis où il y a un plus gros risque de récession, mais une fois qu'ils auront passé la récession, ils auront resserré le budget, resserré la politique monétaire, ils auront des leviers pour repartir. En Europe, le problème, c'est plus pour l'année prochaine. À un moment, si vraiment les taux commencent à monter un peu trop, si on s'aperçoit que l'inflation est trop persistante, si les marchés commencent à se poser des questions comme on s'est posé par exemple sur le Royaume-Uni en disant « Ouh là là, mais attendez, vous n'allez pas continuer avec des déficits publics aussi élevés dans un contexte où les taux zéro, c'est peut-être fini pour toujours. » En tout cas, c'est plutôt ce que pense le consensus, c'est aussi un peu ma vue.
si l'argent n'est plus gratuit, il y a un moment où quand même ça va poser un problème en Europe. Voilà. Après, à court terme, encore une fois, tant qu'on a de l'expansion budgétaire, je pense que l'économie, notamment des services, etc., tout va bien se passer. Voilà. En plus, on a la chance d'avoir une situation où, par rapport aux États-Unis qui partaient déjà d'une situation de plein emploi, nous, ce n'était pas le cas. Et finalement, ça nous fait plutôt du bien d'avoir les problèmes qu'on a sur l'offre de travail parce que ça fait diminuer notre taux de chômage. Et donc, je pense qu'il y a un poil moins d'inquiétude pour la BCE pour l'instant par rapport à ça, alors que les États-Unis peuvent être un peu plus inquiets. Voilà. Donc, si je résume, je dirais que voilà, les marchés européens, ça me semble encore plutôt assez porteur. Les marchés américains, c'est un peu une autre histoire. Mais à court terme, je pense que l'Europe peut encore bien surperformer. Un point toujours sur l'Europe, sur une éventuelle action plus conséquente en matière de politique monétaire de la BCE. Est-ce que ça peut venir remettre en cause un scénario un petit peu plus optimiste en Europe aujourd'hui ? C'est-à-dire que la BCE monte moins les taux que prévus ? Monte plus les taux que prévus face à une économie robuste qui viendrait du coup subir les conséquences de cette hausse de taux. Oui, non, tout à fait, ça peut être un problème. Après, je pense que là, ils sont en train de... On le voit avec les déclarations de Villeroy de Galhau, ils sont en train de ménager, je dirais, la chèvre et le chou. Là. On voit assez bien le marché price, une hausse de 50 au prochain meeting, 2 hausses de 25, voire le début d'une 3e après, mais il n'est pas allé bien loin. Alors, on a le temps de se poser ces questions, je dirais, dans 3-4 mois pour savoir si cet été, ils vont vouloir encore accélérer. Voilà. Après, c'est vrai qu'un problème en Europe qu'on a quand même, c'est qu'on voit un pays comme l'Espagne, qui est un pays qui est assez en avance sur le cycle d'inflation. On voit plutôt que l'inflation sous-jacente a l'air de remonter avec une diffusion de l'inflation. En France, moi, je pense qu'on va rester sur un espèce de plateau à 6%. Voilà. Alors, il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui partaient de taux d'inflation à 10%. Eux, ils vont un peu refluer parce que, bien sûr, il y a les coûts énergétiques qui baissent. Mais bon, si on regarde grosso modo où on va être à des taux justement autour de, je pense, 5-6%. Mais donc, c'est quoi ? C'est illusoire de voir une inflation revenir à 2% cette année, par exemple ? Je pense que c'est un peu prématuré. Voilà. Après, évidemment... C'est possible en 2024, par exemple, ou en 2025, d'atteindre 2%, où on restera, comme on peut le lire régulièrement, sur du 4-3%, justement, et qui sera très compliqué d'aller jusqu'à 2%. Je pense que pour aller à 2%, il faut une récession. On ne pourra pas y aller pour aller vraiment vers les 2%, il faut une récession. Enfin, on ne peut pas imaginer un marché du travail aussi tendu, la poursuite de l'expansion budgétaire, une économie qui tient, et imaginer que ça va faire baisser l'inflation. Je pense que ce n'est pas du tout l'idée. En plus, il y a quand même beaucoup de retard d'hausse des salaires. Il y a eu quand même un choc négatif de pouvoir d'achat qui a été assez conséquent. Alors c'est sûr qu'on ne le voit pas au niveau global parce qu'on a créé de l'emploi. Donc par tête, les gens ont perdu de l'argent, mais au niveau global, il y a de l'emploi. Voilà. Après, je pense aussi qu'il y a un deuxième phénomène qui joue, qui n'est pas souvent bien analysé, c'est que l'inflation, elle est extrêmement forte sur les bas salaires. Donc il y a un rééquilibrage, je dirais, plutôt positif d'ailleurs pour l'économie à long terme, où on va avoir moins d'inégalités salariales. Si vous regardez par exemple tout ce qui est au-dessus de la médiane, et c'est au-dessus de la médiane, c'est ceux qui perdent le plus en pouvoir d'achat aujourd'hui. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle par certains côtés, même si ça ne suffit pas parfois. Donc on fait des aides pour aider face aux hausses des coûts pétroliers, etc. Parce que parfois c'est des ménages qui ont une propension à consommer qui est plus forte, donc on n'a pas beaucoup d'épargne. Oui. Mais c'est plutôt un phénomène qui est plutôt positif. Mais moi je pense que ça va continuer parce que il y a trop de tensions sur beaucoup de métiers qui étaient mal payés avec un effort très conséquent des gens que les gens ne veulent plus faire. Et le Covid, c'est ça que ça induit. C'est un énorme choc de productivité négatif parce que les gens se disent aujourd'hui, je suis plus prêt à accepter tel travail si on ne me paye pas beaucoup mieux parce que... et ça va générer de l'inflation quand même. Donc c'est pour ça que les indicateurs sur les services sont très intéressants. On voit que si vous regardez la composante emploi ou salaire sur les services, elle reste très forte. Et je pense qu'il n'y a aucune raison pour l'instant que ça baisse, sauf si le taux de chômage monte. Mais ça, c'est justement, c'est la question, c'est est-ce que les banques centrales vont vouloir aller jusque-là ? Parce que ça posera un problème au marché. Donc, ou est-ce qu'elles y sont déjà malgré elles et qu'on s'en apercevra dans 6 mois ou un an ? Une question toujours avec vous, Pierre-Olivier Beffy, pour faire la transition avec les marchés américains. Si on regarde la courbe des taux aux États-Unis, donc en matière d'obligataire, on voit on s'attend à une récession, une courbe des taux, tout ce qui est de plus inversé. Et pour autant, on voit quand même, notamment depuis cet après-midi, les taux longs remonter légèrement. Est-ce que ça vient remettre en cause la thématique d'une récession aux États-Unis, ou en tout cas, ça vient montrer un petit peu plus d'optimisme des investisseurs américains ? Moi, paradoxalement, je pense que ça renforce encore la probabilité d'une récession.
Voilà, je pense que... En fait, j'ai toujours considéré que le cycle dans lequel on était très semblable à celui de 73-74, qui est une crise qui s'est passée en 2 temps. On a eu d'abord un choc pétrolier. Bon, nous, on a eu un choc de matières premières. Ça a induit beaucoup d'inflation. Après, ensuite, les banques centrales se sont dit « Ouh là là, j'ai trop d'inflation, il va falloir que je réagisse ». Donc ça, on l'a eu l'année dernière. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que 73-74, c'est une espèce de crise larvée où au début, c'est uniquement l'immobilier qui est affecté. Parce que l'immobilier, dès que vous montez très rapidement les conditions de crédit, si le marché est déjà un peu cher, tout de suite, là, pour le coup, les taux réels deviennent très positifs. C'est-à-dire que si vous avez des prix qui sont stables avec des taux qui montent beaucoup, là, vous vous retrouvez avec des conditions de marché qui se dégradent très très vite. Donc ça, c'est la première mécanique qui s'est mise en place depuis déjà le milieu de l'année dernière aux États-Unis. Et puis je pense que ça arrive, c'est en train de se diffuser en Europe. On le voit d'ailleurs, l'investissement immobilier commence déjà à affaiblir. Et puis en fait, il y a eu toute une période jusqu'au moment où on a alors c'est pas vraiment une récession, mais en tout cas c'est une récession de l'investissement qui a conduit quand même à une espèce de trou d'air. Et là, vraiment à des marchés qui ont été très difficiles sur les marchés actions, mais il s'est étalé presque une année. Et entre-temps, les taux ont monté. En fait, parce que tant que vous avez une inflation qui reste assez élevée, les taux réels pour l'économie sont encore très bons. Comme le disait Régis, pour les entreprises, les taux réels sont très bons. Même pour les États, les taux réels sont très bons. Eux, leurs revenus sont indexés sur l'inflation. Ils ont des revenus qui croient plus vite que leurs taux. Le problème, c'est que si vraiment l'inflation est transitoire et se met à rebaisser, si les entreprises commencent à avoir des tensions à la baisse sur les prix de production, là, ça va devenir plus compliqué parce que les taux auront beaucoup monté et là, on va se retrouver avec des taux réels qui sont très, très positifs. Mais je dirais que la hausse des taux, pour moi, c'est le gros problème à moyen terme, mais c'est un poison qui est un peu lent. Vous voyez, une entreprise, elle ne va pas refinancer 100% de sa dette cette année. Bien Donc, sûr. si elle a des taux qui passent de 2 à 7%, sur 10% de sa dette, elle va dire, c'est pas agréable, mais c'est pas grave. Éventuellement, et puis si on commence à renouveler 50% de la dette, là, le CFO, il va voir le patron, il dit, là, il faut peut-être qu'on se calme parce que... Et je pense pour les États, c'est pareil. Donc ça, c'est le problème de l'Europe pour l'année prochaine, c'est que les États, aujourd'hui, ils bénéficient de taux réels très négatifs, mais enfin, les charges d'intérêt qui arrivent, qui vont monter devant nous, ça peut poser quand même des problèmes assez significatifs et les contraindre à resserrer l'aspect budgétaire qui a été très expansionniste. Régis Béguet, quand on regarde la courbe des taux aux États-Unis, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que justement ça alimente l'idée d'une récession dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle arrivera? Il y a 2 manières de lire. Alors, donc on était jusqu'à présent, on est toujours dans une courbe inversée, donc la partie courte des taux est plus élevée que la partie longue, et il y a 2 manières de le lire. Soit c'est parce que vous pensez que l'inflation d'elle-même va s'apaiser, et par conséquent que les taux longs n'ont pas de raison de rester aussi élevés parce que dans quelques années ou dans quelques mois, on aura une inflation qui sera plus basse. Bien sûr. Ou alors, à l'inverse, vous pensez que c'est parce que les banques centrales vont être très agressives qu'elles vont parvenir à ce ralentissement économique dont on parle et à cette hausse du chômage, etc. Et que c'est par ce ralentissement économique que l'inflation va se calmer et donc que la partie longue des taux est basse. Donc vous avez une lecture qui est presque opposée sur la partie longue des taux, qu'elle soit d'ailleurs basse ou haute. Vous pouvez faire les deux. La lecture que vous voulez, finalement. La lecture que vous voulez, exactement. Alors, ce qui est clair, c'est que je suis assez d'accord avec Pierre-Olivier, la remontée récente de la partie longue, si on prend avec ce qu'on constate sur le marché action, parce qu'on peut regarder les taux tout seul ou on peut regarder les taux avec le marché action. Bien sûr. Oui. Et si on prend la remontée des taux longs américains et qu'on la met en parallèle avec la forte dynamique des marchés actions en début d'année, ça penche plutôt vers l'idée que l'économie va rester forte et même peut-être de plus en plus forte, avec donc une inflation qui va rester forte. Et d'une certaine manière, ça va renforcer les banques centrales et la Fed en particulier dans sa conviction qu'il faut lutter contre cette inflation. Alors après, on verra si ça se matérialise aussi par les faits, parce qu'il n'y a pas que les anticipations du marché. Oui. Il y a aussi la réalité, évidemment, de l'inflation. Mais vous avez, vous, par exemple, une estimation de taux terminal qui vous semble plausible? Nous, on pense que les Fed Funds peuvent aller à 5,5-6%. Oui. Donc plus élevé que le consensus de marché aujourd'hui. Oui, plus élevé que le consensus de marché. On a toujours été chez les Frères Gestion depuis longtemps, depuis en tout cas 2 ans, du côté de ceux qui étaient pessimistes sur l'inflation, qui pensaient que sur l'action des banques centrales face à l'inflation, voilà, par exemple. Ils pensaient que l'inflation allait être élevée et allait continuer à accélérer. Alors c'est vrai qu'il y a quand même il y a un phénomène au premier semestre 2023 en particulier qui va être spécial, c'est qu'on a un effet
d'apaisement sur les matières premières, sur les matières énergétiques et sur les matières premières d'une manière générale. Donc on va avoir un effet marge qui va être très très positif pour les entreprises parce qu'elles ont déjà monté les prix et on va avoir une baisse des coûts des matières premières. Alors entre les deux, effectivement, ce qui va la question de la poursuite de l'inflation, c'est vraiment les salaires. Parce que côté prix, ça va se calmer. On est passé, on a vu le pic qui est derrière nous. Maintenant, est-ce que les salaires vont continuer d'enclencher? Et c'est vraiment cette boucle salaire-prix là dont on va avoir la confirmation au premier semestre 2023 qu'elle se maintient en dépit du fait que côté matières premières, ça s'est beaucoup calmé. Et puis il va y avoir une grosse question aussi en 2023, c'est l'impact de la Chine. Parce que c'était pour moi, je pensais que vous citiez la matière première, l'impact matière première. Je pensais que vous alliez me parler de la réouverture de la Chine et potentiellement justement la parenthèse de recul sur les matières premières. Je vais vous couper l'herbe sous le pied de votre question. Alors j'y réponds quand même. Allez-y. La Chine, donc il y a deux impacts quand même dans la réouverture de la Chine qui là aussi sont quand même un peu opposés. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'hypothèse que ça va avoir un impact de remontée des matières premières, c'est vrai, mais d'un autre côté, comme ça va fluidifier le commerce mondial et également peut-être réentraîner de la délocalisation vers la Chine en dépit de tout ce qu'on a dit, si il y a intérêt à produire en Chine, en particulier s'il y a de l'inflation salariale en Occident, on sera très content d'aller en Asie produire avec des salaires plus bas et ça a été un très gros facteur de déflation pendant 20 ans, hein, depuis le début des années 2000 jusqu'en 2020. L'impact des pays émergents a quand même été un facteur déflationniste très fort. Et là, il n'y a pas le switch quand même du politique sur la décision économique de vouloir conserver la production sur son sol entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis, les politiques, ce ne sont pas eux qui décident. Quand une entreprise décide de produire en Chine, elle produit. Alors, le politique, il peut effectivement essayer de mettre en place des barrières douanières, comme ça s'est fait par exemple dans l'acier ou dans l'inox. On a fini par mettre en place des barrières douanières qui fonctionnent, mais ça a pris des décennies de palabres. Alors aux États-Unis, c'est toujours un petit peu plus rapide parce qu'aux États-Unis, le pouvoir est plus centralisé quand la décision est prise. En Europe, il faut faire le tour de tout le monde et que tout le monde se mette d'accord. C'est toujours beaucoup plus lent. Je veux dire, si vous prenez l'exemple de l'acier ou de l'inox, ça a mis 10 ans. En 10 ans, les entreprises, elles ont le temps de s'adapter et de réagir. Donc, vous avez ces deux phénomènes opposés sur la réouverture de la Chine, avec un impact positif sur les matières premières. Moi, ce que je crains surtout sur la réouverture de la Chine, c'est l'impact sur le prix du gaz, parce qu'on l'a mentionné, le prix du gaz était l'année dernière, il est même monté jusqu'à 300 € le mégawattheure en juillet. C'est là où on pensait vraiment que l'Europe ne pourrait pas y survivre pratiquement, et c'était pas faux. Si on avait eu le maintien, si le gaz s'était maintenu à 300 € le mégawattheure, avec la pénurie physique qui allait avec, on aurait quand même passé une année très très difficile. On a été un petit peu sauvé par la météo, mais on a été aussi beaucoup sauvé par le gaz naturel liquéfié, le GNL, parce que entre les deux, la Chine avait fait le plein de GNL, qu'elle était toujours fermée, et donc que la demande chinoise s'est beaucoup apaisée, ce qui a permis à l'Europe de capter pratiquement 100% du gaz naturel liquéfié. Mais donc ça reporte si maintenant les inquiétudes. La Chine redémarre, elle va redemander du gaz naturel liquéfié, et les bateaux du Qatar vont à nouveau changer de route et aller un petit peu plus vers l'est, et ça pourrait être une surprise un peu désagréable pour l'Europe. Ça, c'est une source d'inquiétude. Est-ce qu'on aura toujours autant d'offres, mais on aura une concurrence de demande plus accrue? Exactement. L'offre, elle est très limitée. Elle augmente, l'offre de gaz naturel liquéfié, mais elle n'augmente pas au rythme de la demande depuis que nous nous sommes privés du gaz russe. Benoît Vesco, on a commencé avec l'obligataire, on a fini sur l'ouverture donc de la réouverture de cette économie chinoise qui a alimenté effectivement beaucoup d'espoir et qui alimente aujourd'hui des questionnements sur cette dynamique, sur cette vitesse de réouverture. Comment est-ce que vous analysez un petit peu justement ce spectre récessif aux États-Unis et l'économie mondiale qui s'ouvre aujourd'hui? Oui, alors la réouverture chinoise, c'est toujours pareil sur les marchés. Donc dès qu'on l'entend, on imagine qu'elle est instantanée, mais on l'a vécu avec la pandémie. On ne réouvre pas une économie comme ça de manière instantanée. Et donc les effets de cette réouverture de l'économie chinoise, ils sont devant nous plutôt. Ils ne sont pas encore présents dans l'économie. Et ça sera sûrement des effets supplémentaires en termes de hausse de prix, en plus de ce qu'on est en train de vivre. Et la hausse de taux qu'on vient de constater sur les taux longs, à mon sens, elle indique que les marchés ont compris, les marchés obligataires d'abord ont compris
que cette lutte contre l'inflation n'était pas terminée. Et que certes, on avait vécu cette baisse, on venait de vivre la baisse des prix de l'énergie, et tant mieux, puisque c'était le premier facteur qui avait initié, en tout cas en Europe, la hausse de l'inflation. Tant mieux, mais on vient de le dire, hein, on s'est organisé, l'hiver a été plus doux, l'hiver est en train de se terminer. Donc c'est normal que ces prix-là baissent, mais je dirais quelque part... Mais dans un an, il y a un nouvel hiver quand même. On verra l'hiver prochain. Et donc il y a des stocks à reconstituer dès maintenant. L'histoire peut recommencer. Alors on peut imaginer qu'on s'organisera un peu mieux. Alors, ça sera déjà un facteur, on le subira un peu moins, mais on aura encore ce phénomène-là. Et pendant ce temps-là... On s'organisera un peu mieux, mais cette année, on avait encore un petit peu de gaz russe qui nous était livré. On n'en aura plus du tout l'année prochaine. Non, tout à fait. Le challenge est là. Alors on a un petit peu quand même. On a 12 mois, donc il y a un challenge. Il n'est pas encore gagné. Donc ça, clairement, on va en reparler probablement avant l'hiver prochain. Et puis, parallèlement, on a quand même ces phénomènes de diffusion de l'inflation. Et je pense que les marchés obligataires regardent l'inflation cœur. On disait tout à l'heure, hein, les PMI services, ils sont très bons. On le disait aussi, les entreprises arrivent à passer des hausses de prix. C'est pour ça que les résultats sont bons. Donc on a bien un phénomène de diffusion de l'inflation. Alors il ne se fait pas brutalement. Hein, c'est-à-dire que autant quand vous avez un goulot d'étranglement sur les prix de l'énergie, la hausse des prix elle est brutale. Autant sur ce phénomène de hausse des prix sur l'ensemble de l'économie, il prend un peu plus de temps. Mais il s'est mis en place. Et ça, je pense que c'est un élément que les marchés obligataires ont vu, que les banques centrales ont vu, et sur lequel elles vont devoir ajuster leur discours et leur politique probablement. Donc d'où cette idée que probablement on a eu beaucoup d'optimisme pour diverses raisons, notamment techniques, hein, et notamment la liquidité sur les marchés et le retard des investisseurs face à cette hausse des marchés, qui faisait que les marchés actions notamment ont bien monté. Il y aura à un moment donné dans l'année un retour à la réalité, qui est un peu moins simple que celle qu'on a voulu voir pour le moment, avec des phénomènes de lutte contre l'inflation qui ne sont pas terminés. La lutte contre l'inflation des banques centrales, elle n'est pas encore gagnée, et ils vont devoir rester vigilants sur ce sujet-là. Mais je vous repose la même question qu'à Pierre-Olivier Beffy. Est-ce que un taux d'inflation cible à 2% est plausible avec ou en tout cas via un soft landing comme on se plaît à l'espérer depuis plusieurs mois? Il sera difficile à atteindre maintenant. On rentre dans un nouveau régime d'inflation. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde qui est différent du monde dans lequel on a vécu précédemment, qui est un peu plus refermé sur lui-même, plus localisé, avec aussi des politiques sociales plus généreuses sur lesquelles on ne va pas revenir comme ça. Donc on est dans un monde où les niveaux d'inflation sont structurellement probablement plus élevés que celui dans lequel on a vécu les 10-15 dernières années. À la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que le monde déflationniste dans lequel on a vécu était probablement pire que ce monde plus normal de inflation plus forte et taux plus élevés. Donc difficile de l'imaginer, à part des moments brutaux de ralentissement, hein, comme le disait tout à l'heure Pierre-Olivier, récession économique brutale. Bon oui, à un moment donné, on peut avoir constaté un niveau d'inflation un peu plus faible. Mais il faudra probablement que les banques centrales ajustent un peu leur discours à ce nouvel environnement. Hein, on parle toujours de cibles de taux d'inflation autour de 2% en zone euro et assez proche aux États-Unis. Ça sera probablement plus atteignable dans les années à venir. Pierre-Olivier Beffy, sur ce sujet réouverture de la Chine. Alors effectivement, peut-être qu'on en attend trop vite, trop rapidement, mais on sent aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'espoir et qu'on les reporte de quelques mois quand même sur l'économie européenne notamment. Oui, alors, bon, peut-être juste un petit point sur ce qu'on vient de discuter, parce que je pense qu'il y a un point aussi qui est important, qui est sur l'histoire de la récession américaine, l'inflation, etc. Je pense qu'il y a, et après je reviendrai sur... Bien sûr. Mais juste pour faire le lien avec ce qu'on dit Benoît et Régis, c'est que je pense qu'il y a 3 temps. Il y a le premier temps qui est le très court terme. Tant que vous n'avez pas la récession, vous avez de la croissance nominale. Et ça, c'est très bon pour les actifs, entre guillemets, qui sont indexés sur la croissance nominale, donc les actions. Alors, le problème de la récession, c'est que du coup, il y a un problème de timing. C'est-à-dire que les marchés obligataires nous disent que dans les 24 mois, je dirais, donc les 2 prochaines années, le risque d'une récession est très, très élevé. Alors, si elle arrive dans un mois, il vaut mieux être short action maintenant, ça c'est sûr. Voilà. Mais si pour l'instant on est au plein emploi, par exemple aux États-Unis, on voit que les jobless claims n'arrivent même pas à monter, on se dit qu'on a encore 4-5 mois devant nous, on se dit pour l'instant, tant que l'Amérique, on fait du court terme. Voilà,
tant que la musique joue, on va continuer à jouer avec les marchés. Ouais, je dirais ça. Donc après, oui, on peut avoir des histoires que les taux montent un peu trop, qui jouent un peu sur la valorisation, parce que comme l'a dit Régis, quand les taux montent, ça donne aussi des alternatives en rendement aux actions. Donc oui, ça peut fragiliser les marchés, mais c'est pas ça qui va les casser complètement. Voilà, pour vraiment les casser, maintenant, il faut aller en récession. Donc après, il y a le moment où éventuellement on aura cette récession. Et puis je pense qu'il y aura un troisième moment où les banques centrales choisiront. Est-ce qu'elles veulent une récession, voire une dépression pour vraiment combattre l'inflation et aller à 2, voire en dessous, etc. Ou est-ce qu'elles diront, finalement, 3-4% d'inflation, ça me va très bien, on a le temps, on verra, etc. Et puis l'économie ira bien. Moi, c'est un peu mon scénario. Voilà. Mais jouer toutes ces phases, ça va être une question de calendrier. Et entre la théorie et la pratique, ça va être plus sportif qu'on ne le croit. Voilà. Et sinon, pour revenir à la Chine, alors moi, j'ai un point de vue un tout petit peu différent par rapport à ce qui a été dit. Alors, je suis un peu plus sceptique sur l'histoire du fait qu'on va continuer à produire en Chine. Je pense que ça va plutôt se faire en Thaïlande, au Vietnam, dans des pays un peu périphériques. D'ailleurs, même les Chinois eux-mêmes, les entreprises veulent sortir de Chine. Voilà, elles veulent sortir pour diversifier parce que aussi, si vous êtes une entreprise chinoise aujourd'hui, vous avez intérêt à produire dans des pays entre guillemets qui seront des amis des États-Unis, oui. Parce que ça veut dire que vos chaînes de production, si vous êtes pénalisés, seront peut-être pas complètement brisées. Et puis il y a peut-être moins de risques politiques aussi. Voilà, donc il y a quand même ce point. Je pense que l'Ukraine, la Russie, et puis même plus fondamentalement les relations entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a jamais, même si ce n'est pas quelque chose qui effraie les marchés pour l'instant, mais il n'y a rien qui va dans la bonne direction quand même. Enfin, les Américains, on sent qu'ils sont dans une confrontation assez forte. Alors typiquement, souvent les gens me disent, oui, mais la Chine, regardez, Xi Jinping, il a l'air d'avoir complètement changé de bord. Maintenant, il veut faire plaisir au peuple, il veut de la croissance économique, etc. On sent qu'il commence à être très sympa avec tout le monde. Et donc, il y a beaucoup moins de risques avec Taïwan, etc. Oui, moi, je le comprends, mais le problème, c'est que peut-être les Américains, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se passe aussi bien pour les Chinois. Donc, il y a toujours cette épée de Damoclès qui font que les actifs chinois, c'est d'abord un point compliqué. Voilà. Et le deuxième point, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la nature de la réouverture chinoise. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché l'a joué un peu classiquement en disant, voilà, il y aura beaucoup de consommation parce qu'il y a eu de l'épargne, bon, très bien. Et puis, mais bon, il y a des questions. Est-ce que la Chine veut vraiment que cette consommation bénéficie aux entreprises du reste du monde ou plutôt aux entreprises chinoises? On le voit sur le tourisme où il y a quand même des restrictions de visa. On va pas dans tous les pays. Par exemple, en France, les visas sont pas ouverts. En Suisse, on peut y aller, etc. Enfin bon, il y a un peu de géopolitique derrière. Mais enfin, il y a aussi le désir qu'il n'y ait pas aussi trop de fuite de capitaux. Voilà, donc, parce que les Chinois, ils sont quand même envie de temps mettre leur argent à l'extérieur. Et puis, la deuxième chose, on le voit sur les matières premières. Je dirais vraiment pour que la reprise chinoise s'amplifie et devienne un thème de marché plus gros, il faudrait qu'il y ait de l'investissement d'infrastructures, plus d'investissement aussi peut-être de dépenses de consommation sur les biens. Mais oui, par exemple sur les biens, c'est assez intéressant parce que les voitures électriques, l'année dernière, ou les voitures en général, le marché de l'automobile a été plutôt porteur en Chine. En fait, ils ont fait des énormes incitations à l'achat automobile, et donc c'est pas dit que l'achat automobile va vraiment réaccélérer avec l'ouverture. Les plans d'infrastructure, on a quand même des gouvernements locaux dont je dirais que la grosse majorité des revenus étaient quand même les ventes de terrain. Bon, aujourd'hui, pour vendre un terrain pour les autorités locales, avec la crise immobilière qu'ils ont, c'est un peu compliqué. Ça se stabilise, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un boom immobilier. Voilà, on est dans une situation où simplement on est déjà en train de finir les projets qu'on avait mis en place. Donc, il y a quand même des limites aussi très fortes sur l'investissement chinois. Donc, est-ce que ça va être une reprise comme en 2015 où pendant un an, on s'était dit la Chine avait sauvé le monde, ils avaient fait des milliards de déficits budgétaires, que c'était fantastique, etc. Moi, je suis un peu plus sceptique là-dessus. Voilà, et je pense que le marché se dit, voilà, on a fait la bonne part de la phase facile de la réouverture, qui était de dire, on part d'une économie qui était complètement bloquée, une économie qui réouvre. Donc, il y a obligatoirement des effets positifs. Maintenant, pour les actifs chinois, par exemple, je pense que le renminbi, c'est un actif qui est compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il faille être long en renminbi pour jouer la réouverture chinoise, sachant que les risques, c'est peut-être justement les sorties de capitaux. Par contre, il y a peut-être des potentiels sur le marché action, mais le marché action, il faut aller sur le domestique. On n'est pas sûr qu'à un moment, il y ait de la régulation. Enfin, si vous n'êtes pas un peu insider dans le marché chinois, c'est quand même assez facile de se prendre quelques coups de bâton de temps en temps. Donc, voilà. Il nous reste quelques minutes. Régis Béguet, je me retourne vers vous. On va parler investissement. On va vous demander ce que vous regardez un petit peu dans le contexte de marché actuel, avec quand même
un questionnement quand on voit que les taux aux États-Unis, alors les taux courts rémunèrent à 5% sur de la dette américaine, ou 5% sur la dette américaine à 1 an, pardon, mais on peut aller jusqu'à en dessous de 4% sur le 10 ans. Quand on voit que le CAC 40 a peut-être fait sa performance de l'année mi-février, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde dans le contexte actuel, Régis Béguet? Alors déjà, d'une manière générale, la classe d'actifs actions est sans doute plutôt élevée, donc moi je ne pense pas que ce soit un très, très bon moment pour rentrer sur le marché actions. Comme disait Pierre-Olivier, bon, tant que la musique joue, si on est déjà un peu exposé, etc., il n'y a pas d'urgence non plus à sortir forcément, mais en tout cas, c'est pas un moment pour augmenter son exposition aux actions. Ça, c'est à peu près acquis. Après, au sein du marché actions, comme je le disais, il y a quand même déjà un grand secteur qui bénéficie, alors qui a déjà un petit peu monté, mais qui va continuer de sortir d'une ornière dans laquelle il était plongé depuis 15 ans. C'est le secteur bancaire, qui a eu à subir d'abord la crise de 2008-2009 qui l'a mis par terre, ensuite en Europe la crise de 2011 qui a manqué le tuer à nouveau, et ensuite 10 ans de régulation épouvantable et de vent contraire avec la baisse des taux d'intérêt, et en particulier quand les taux d'intérêt étaient négatifs en nominal, était absolument horrible. Le tout a amené à des valorisations qui sont très très basses, qui sont historiquement très proche des plus bas encore, malgré le rebond qui peut paraître spectaculaire quand on zoome, mais qui, quand on regarde sur longue période, paraît tout petit. Bien sûr. Ouais. Et donc, c'est vraiment un secteur qui devrait quand même continuer de bénéficier de cette dynamique. Après, il y a un secteur qui est très à l'abri quand même de tout ce qu'on vient de dire, c'est le secteur de la pharmacie, qui a ses dynamiques propres. Alors après, c'est un peu plus entreprise par entreprise, mais il faut quand même rappeler qu'au sein de ce secteur, il y a une quasi-insensibilité totale à toute forme de conditions macroéconomiques, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que c'est un secteur qui, quand on prend la plus grande récession de ces quelques dernières décennies, c'est-à-dire 2008-2009, mais il s'est aperçu de rien. Donc c'est vraiment un secteur qui a sa propre dynamique et qui donc reste investissable si on creuse un petit peu les dossiers, quelles que soient les conditions de marché action et quelles que soient les conditions d'inflation et de macroéconomie par ailleurs. Même question, Benoît Vesco, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Pour compléter, à partir du moment où on est un peu prudent sur les marchés actions, sans forcément réduire drastiquement, parce que c'est dans les mouvements haussiers qu'on fait les meilleures performances sur long terme, donc faut pas non plus couper dans ces moments-là, mais reconstituer un peu de poche taux, un peu de monétaire, ça faisait longtemps qu'on ne pouvait pas le faire, mais avoir quelques munitions, entre guillemets, si à un moment donné on constate un tassement sur ces marchés-là, et pour pouvoir réinvestir, je pense que ce sera une bonne opportunité. Donc le monétaire, on regarde le monétaire, et très rapidement, Pierre-Olivier Béfi, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel, qu'est-ce qui attire votre attention? Oui, non, moi je partage les avis. J'aime beaucoup le secteur bancaire en Europe aussi. Je trouve que moi j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais bon, j'attendais des replis qui ne sont jamais venus. À un moment, j'ai dit bon, je laisse tomber, je rentre, voilà. L'idée. Et puis je pense non, mais la vraie thématique c'est ça. Je pense que aussi les taux. Voilà, à un moment il faut aussi se dire quand on a bénéficié d'une bonne partie de la hausse, sécuriser un peu ses gains, c'est pas si mal avec des bons rendements, quoi, parce qu'on n'avait pas le luxe d'avoir dans les dernières années. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Smart Bourse. Merci Pierre-Olivier Béfi, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Merci Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management. Et merci Régis Béguet, directeur de la gestion action chez Lazard Frères Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.